Moi, j'attends depuis faire le deuxième sujet sur le pétrole. Hein. Parce que là, il y a Béré. Donc, tu peux en parler maintenant, Georgia. Oui, tu peux y aller. Ah, ok. Parce qu'on a toujours monsieur Essou qui est en ligne. Donc, tu peux en parler. Oui. Ah, monsieur Essou, merci beaucoup. Merci. J'ai écouté votre vidéo là, mais ça n'a fait que confirmer mes dires en fait. Quand j'ai fait une vidéo, c'était l'année surpassée, où j'ai dit que le Bénin avait du pétrole, mais j'ai reçu même des menaces de moi, une bosse. Les gens me disaient, mais tu n'es qu'une menteuse. On m'a dit clairement, je vais te tuer. On m'a dit des tas de choses, en fait. Et là... Vous voyez pourquoi je vous laisse taguer maintenant, finalement. Non, sérieux. Quand je le disais, mais les gens étaient choqués. Il y a d'autres qui m'ont dit, quoi? Mais non, il n'y a jamais du pétrole au Bénin. Je leur ai dit, mais non. Écoutez, le Togo aujourd'hui, voilà les vidéos qui sortent, où M. Nzi dit clairement devant tout le monde que le Togo vend du carburant au Gabon. Gabon est un pays pétrolier. Justement, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je crois que le frère Ouatouidi, je crois, était celui-là qui avait posé cette question sur les réseaux sociaux en disant, mais que l'organisation de Willow Veya, à la fin d'année, subitement, comme ça, ça surprenait un peu. On avait comme l'impression qu'on voulait cacher quelque chose. C'était depuis 2023. Il y avait, au fait, l'organisation, il y avait l'OPA, au fait, au Bénin. L'organisation des pays pétroliers d'Afrique. Et Bénin est membre. Et là, quand moi j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, c'est pas possible. Et c'est à la même époque, justement, qu'on organise une fête, paf, et on dépense des milliards. Et du jour au lendemain, les gars boivent, et voilà, et des images très choquantes sont passées. Et voilà, tout va bien. Depuis 2023, le Bénin a toujours été un pays pétrolier. Et ça, vous êtes quelqu'un qui aime fouiner un peu dans les documents que les ministères fouillent et les ministères publient. C'était en grand sur la page de la Société nationale de l'hydrocarbure. Moi, à chaque fois que je fais des vidéos et que je fournis des preuves, le lendemain, ils vont effacer. Là, tout de suite, ils sont allés sur la page, ils ont effacé. C'est des documents qu'ils ont publiés. Et là, ce qui est le plus honteux, parce que sous Kérékou, le pays produisait du pétrole, sous le président Soglo jusqu'aux années, voilà, 85-90 encore, le pays était producteur de pétrole et on le disait librement, ça n'était pas un truc là. Mais là, subitement, récemment, non, le pays n'est plus producteur de pétrole. Pourquoi? Parce que sous Yahi, il y a eu tellement, même le Petrobras dont vous parlez, avait eu tellement d'accords, il était des accords d'exploration et d'exploitation plusieurs fois. Il y a eu plein d'autres sociétés qui l'ont fait. Et c'est sous Yahi plutôt qu'il y a eu le plus de fouillis au Bénin. Et le plus de trucs là, de vente de pétrole, je vais dire pourquoi, je ne dis pas vente de pétrole, je retire, mais le plus de travail dans le domaine pétrolier. Mais jusque-là, on nous fait croire que non, nous sommes des pays pauvres, nous sommes un pays pauvre, qu'on n'en a pas. Et quand j'ai regardé votre vidéo, M. Johnson, mais j'ai rigolé. Qui me parle de CBH, de Shell, de Petrobras, mais c'est des sociétés qui sont habituées au Bénin. Et là, je me souviens encore que, voilà, l'année dernière, on avait fait, l'année surpassée toujours, pardon, on a eu à faire un live où il y avait une dame qui a monté. Elle dit qu'elle travaille à ces mais là où il y avait justement ce pétrole-là, et que c'était des sociétés américaines qui exploitaient notre pétrole. Et que les Canadiens, d'abord c'était des Canadiens, mais ils ont refusé parce qu'il y avait trop de trucs là, il y avait un peu de l'illégalité dans le domaine et que le Canada a refusé, vous voyez, et que l'Amérique a pris le dossier. Donc ça m'étonne maintenant qu'on me parle d'une société, Drag to Back, qui va jusqu'à réviser le code pétrolier, voilà, pour faire perdre 500 millions à des gens. Ça m'étonne maintenant qu'on me dise qu'une société américaine se sent, comment dirais-je, c'est-à-dire, là, se retrouve maintenant coincée, voilà, tout simplement à cause de ces irrégularités dans le domaine pétrolier au Bénin. Là où on apprend aussi que, voilà, au même Bénin, des géologues sont devenus documentaristes, alors qu'on pouvait très bien les utiliser pour des fourrages, dans le domaine pétrolier, après avoir contracté ces accords pétroliers avec nos sociétés au Bénin. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux d'attendre ça. Et là encore, je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo de M. Biafrika. Allez suivre pour voir un peu. C'est choquant d'apprendre qu'il y a une société ghanéenne, voilà, à craquer, qui va signer des accords, toujours dans le domaine pétrolier, et que tous les postes stratégiques sont juste écrits là devant vous, mais expat. C'est pour des expatriés, c'est pas pour les Béninois. Et non seulement ça, c'est quoi? C'est la société Cyborg, il avait dit, si j'ai bonne mémoire. Et non seulement ça, tous les postes stratégiques reviennent aux étrangers, mais les postes béninois, justement, n'ont pas publié auprès du journal officiel pour que les Béninois soient au courant
qu'au moins on recrute dans leur pays pour pouvoir au moins postuler, ne serait-ce que les miettes encore les Béninois vont ramasser. Non, on n'a pas encore publié. Et ça, là, le ministre Ouada, il va faire quoi, là? Ils vont faire quoi? Puisque c'est eux-mêmes qui sont imbibés dans la chose. Vous voulez vendre du pétrole sans maîtriser le domaine, d'accord. Le président Talon dit que lui ne maîtrise pas, de te confier à un cabinet qui maîtrise. Et on va chercher un cabinet qui a déjà induit les Nigériens en erreur, qui ne fout rien, mais qui est là à mettre la main sur les grands marchés. On a déjà créé des problèmes avec WAPCO. Disparition de 11 000 barils de pétrole chaque jour. C'est de ça qu'il s'agit. Il a parlé dans la société, je crois, de Crystal Venture. Il a parlé du ministre Adambi. Voilà, le ministre qui vient subitement là pour surprendre les gens, puisque lui, il voulait travailler, il était chouchou. Il arrive là, il voit que les déchets, voilà quoi, les déchets pétroliers sont en train d'être reversés dans la mer. C'est terrible, quoi. C'est-à-dire, on crée les maladies des faiblesses rénales, on crée des maladies renal failure, que les Américains appellent ça. C'est-à-dire, on tue les Béninois comme ça, juste pour quelques millions. Et en plus de cela, nous parlons du même gouvernement qui va suspendre les aides aux dialysés. Et non, mais comment? Ça dit, c'est des choses, il y a de quoi devenir fou, en fait, quand vous tombez sur ce genre de choses. Vous vous dites, mais attends, on est dans quel monde? Il n'y a qu'ailleurs que nous pouvons aller pour vivre, pas dans nos propres pays. Et là, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les idiots clébés qui criaient, talons, ils ont tous disparu de TikTok, justement. Parce qu'ils n'ont plus de quoi nous commettre. Les preuves sont là. On vous met devant le fait accompli. Nous sommes maintenant face à nos responsabilités. Vous qui défendiez les irrégularités, vous êtes où? Vous êtes où? C'est à vous maintenant de dire, écoutez, il faut que les choses s'améliorent. Dites-nous la vérité, les gars. On vous parle des sociétés, d'accord, qui mettent en pratique des contrats signés sans l'accord, sans l'aval du ministère. Non, mais vous êtes sérieux? Ils ne publient même pas auprès du journal officiel. Des sociétés qui ont déjà eu des problèmes avec des pays voisins. Que ce soit Petrosi de la Côte d'Ivoire ou que ce soit même avec WAPCO au Niger. Et c'est ces sociétés-là qui viennent aujourd'hui foutre le même bordel chez nous. Au Niger, vous savez combien ils ont laissé? Ils ont laissé jusqu'à 4000 tonnes de déchets radioactifs dans l'air. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le porte-parole des écologistes du Sénégal. Il était passé sur ma page, vous pouvez descendre là, vous allez voir, en train de parler. Quand ils avaient fait la marche pour soutenir l'AES en temps. C'était juste l'année dernière. C'est de ça qu'il s'agit. Il y a de quoi devenir fou. Vous vous dites, mais au fait, il y a le respect de rien du tout, en fait. Rien du tout. On lance les choses comme ça, mourir tout simplement, dans le silence. Et là, vous ne devez même pas parler, ce serait très mal vu, en fait. Vous devez mourir dans le silence. C'est un peu ça ce que j'ai à dire. Je suis désolée, il y a un peu de bruit ici. Et voilà, quoi. Si vous avez des questions pour moi, je suis là. Ok, merci beaucoup. Hello. Je vais peut-être... je vais peut-être... Monsieur Kiali, est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce volet? Oui, je vais réagir par rapport à ce volet pour dire que je ne sais pas. Nous nous occupons d'un bon sujet, d'accord, mais ces gens-là, c'est pas nouveau. Ils sont déjà occupés depuis. Ces gens-là sont plus occupés par leur poche que par la République. Et nous le savons tous. Et ce n'est pas que le truc a tourné autour du pétrole aujourd'hui. Mais je vais vous dire que la question du pétrole, moi, j'avais déjà suspecté qu'il y avait du pétrole depuis. Parce que en haute mer, sur nos plateformes en haute mer, il y avait toujours des missions probablement d'extraction de pétrole. Vous savez, il y a au niveau du ministère de l'énergie une direction qu'on appelle direction générale de l'énergie, qui est rattachée au ministère, enfin qui est une des directions techniques du ministère. La direction a en son sein quelque chose qu'ils appellent direction des hydrocarbures et autres combustibles fossiles. Je crois que je me rappelle bien. Et les cadres de cette direction sont régulièrement en mission en haute mer. Donc, il y a des pétroliers qui sont là. Alors, et il y a parmi eux un docteur qui était en service à cette direction-là, un docteur ingénieur pétrolier. Et il est décédé, Feu Kapo, je crois qu'il s'appelle. Et
lors d'une de nos entrevues, d'une conversation avec lui, et je crois qu'il a laissé entendre quand même qu'ils allaient quand même extraire du pétrole. Ça date de très longtemps, ce que je vous dis. Alors, donc, ils allaient extraire du pétrole en haute mer. Bon, moi, je ne sais pas de quel pétrole. Est-ce que le pétrole qu'on allait extraire en son temps, c'était à quelle fin? Est-ce que c'était à des fins d'exploitation ou bien à des fins d'extraction ou d'analyse? Je ne sais pas. Mais sous Yahya Boni, il a été confirmé qu'il y a du pétrole. On en a même apporté échantillon au Bénin. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait de ce pétrole à partir de ce moment? Nous savons même les histoires de blocs attribués, de quoi. Maintenant, c'est bien que vous nous donniez la précision qu'il y a eu des contrats sur ces blocs-là et que, bon, ou bien sur ces puits-là, et qu'aujourd'hui, que ces contrats-là sont en train d'être, vous savez, de servir en fait des gens à lever de l'argent sur le marché financier international. Ce qu'il faut retenir simplement, c'est qu'ils sont en train déjà de vendre le pays avant même que le pays ne sorte ses produits. Donc, on met le pays là, on vend déjà le sous-sol du pays par avance. Et au moment où on va découvrir ça, plus rien ne reviendra aux Béninois. Ça a toujours été le jeu de tout le monde. Vous savez quoi? Ce n'est pas nouveau. Peut-être que ça devient encore plus scandaleux aujourd'hui. Le Bénin a toujours fonctionné de façon inconsciente, insouciante. Nos autorités sont des rapaces, c'est des criminels. Et là, ça ne va pas plaire à beaucoup de gens que je dise encore les choses comme ça, parce que je vous ai déjà dit, je ne sais pas être diplomatique, je ne sais pas être fin. Donc, voilà le ressentiment que j'ai. Voilà un peuple que l'on utilise chaque fois. Un peuple que l'on essore et à qui on ne donne rien. Les gens passent, et c'est les mêmes groupes, hein. Ils forment comme une forme de rotation entre eux. C'est eux qui se positionnent en opposition, c'est eux qui reviennent au pouvoir. Et pendant que, donc, il y a une forme comme de rotation. Et c'est les mêmes groupes. Si vous les suivez depuis le début, moi, je peux vous décrire ce groupe-là. Même le groupe Talon. Il n'était pas étranger à ce milieu de ceux qui nous gouvernaient depuis toujours. Et donc, c'est comme ça, on a mis la population, le peuple à genoux. Et on détruit, on surexploite le peuple, on les sort. On le sort. Eau et sang. Et vous croyez que ce peuple-là, vous pensez qu'il faut attendre quelque chose de ces populations? C'est révoltant, totalement révoltant. Ok, donc on a parlé beaucoup de choses. Il y a monsieur le Polonais qui est encore... monsieur Essou qui est là. Je ne sais pas s'il veut placer un mot. En tout cas, sur le volet, on a parlé longuement du volet pétrole. Donc après l'intervention de Georgia et de M. Kialine sur ce volet-là, je ne sais pas si M. Essou veut compléter des éléments ou bien dire quelques mots. Merci beaucoup, M. Biafrika. Merci à Mme Georgia, M. Kylian pour le développement donc, sur ce sujet. Est-ce que j'ai pas grand-chose à poser, effectivement. Le pétrole du Bénin, tel que vous l'avez dit, sert donc de stock pour ces compagnies sur les marchés internationaux. Il y a, tel que vous l'avez mentionné avec Zénith, on avait eu Zénith Énergie, c'est un monsieur donc de la dynastie, une dynastie italienne. Qui est un mafieux. Donc, en gros, ce monsieur finance la mafia azerbaïdjanaise. Quand il était venu au Bénin, c'était parce qu'il était en difficulté au Congo, parce qu'il a aussi des blocs qu'il exploite au Congo. Donc, il était en difficulté financière. Il avait besoin donc de ressources. Donc, quand le bloc 1, dont le champ de semis avait été mis aux enchères, il a profité. Donc après donc, le délai des enchères, après la clôture des enchères, j'allais plutôt dire, ce monsieur il est arrivé, contre toute attente, avec une proposition très alléchante, soi-disant 25 000 barils jour donc, de production qu'il promet au Bénin si on lui donne les enchères. Et donc, comme c'est le mieux offrant qui passe. Bon, ce monsieur il est arrivé après les délais, donc il est passé et comme il offrait mieux, donc il a été sélectionné.
Nous autres, on avait alerté dans le temps donc du caractère mafieux donc de ce monsieur-là, parce que au plus fort du champ de ses mains, on ne produisait pas 15 000 barils le jour. Donc on n'avait même pas 10 000 barils, le plus fort dans les années 85. Donc, quand il dit qu'il vient pour produire 25 000 barils le jour, on se demande si c'est l'eau qu'il veut produire ou si c'est réellement du pétrole. Donc, et comme ça n'a pas tardé, quand il a eu tout de suite la lettre de confort qui lui permet en fait de mener les négociations vers la signature donc du PCS, donc du contrat de partage de production. PCS en anglais c'est Production Sharing Contract. Donc ça lui a permis d'aller lever à peu près 2 milliards en francs CFA donc sur les marchés. Et quand il a fini donc de lever les 2 milliards, il est revenu après 3 mois donc d'échéance de sa lettre de confort. Il a dit au cours donc de la réunion de négociation au ministre Wada que lui, après avoir révisé un peu le côté technique, il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas produire 25 000 barils le jour, mais plutôt 800 barils le jour par puits, avec une proposition de forer 2 puits. Donc, on voit très bien qu'il n'a même pas 2 000 barils jour, contrairement à 25 000 barils qu'il promettait. Et donc, le ministre l'a chassé de son bureau et puis, donc, il est reparti comme ça. Et quand il est reparti, pour rassurer les actionnaires, en tout cas ceux qui lui ont prêté les sous, il a inventé une histoire sur le Bénin en disant que le Bénin actuellement a une situation politique pas très stable. Et que donc c'est pour ça lui il a décidé plutôt que d'investir au Bénin, mais plutôt que d'investir au Bénin, donc d'optimiser ses investissements ailleurs et donc d'abandonner le Bénin. Donc Adambi a facilité l'arrivée avec monsieur Olivier Bokor, et ça là-dessus le président il ne peut pas dire qu'il n'était pas au courant parce que il a été alerté. Je sais qu'il y a des gens qui lui ont quand même soufflé à l'oreille que cette compagnie était une compagnie mafieuse et tout. Donc, il a joué au sourd d'oreille. Après, on s'est rendu compte que, si ça se trouve, ce monsieur, il est rentré au Bénin, non seulement par le biais donc de monsieur Olivier Bokor, mais aussi parce que on se dit peut-être que ces gars tenaient en fait le fils donc du président monsieur Lionel Talon dans les tenailles, parce que justement avec en tout cas, il y a des raccourcis pas très bien, et donc sur des affaires donc de drogue. Donc un peu comme lui-même tenait le fils du président Soglo. C'est ça. Donc c'est sûr que c'est pour ça que le papa n'a pas, malgré le fait qu'il ait reçu cette alerte, n'avait pas réagi dans le temps, parce que ces mafieux tenaient son fils. Donc on a compris plus tard, hein, c'est plus tard qu'on a compris. Mais donc c'est comme ça que ce monsieur il a pu lever les fonds, tel que vous l'avez dit. Et donc je voulais juste rebondir sur cet aspect-là. Donc, maintenant, ceux qui sont là actuellement... Pardon? Je suis devenu aussi un spécialiste du pétrole. Oui. C'est très bien. Et donc, ceux qui sont là actuellement, eux, c'est une autre stratégie. Pour eux, c'est devenu constituer donc des réserves de stock de pétrole prouvées. Réserves de stock de pétrole prouvées, ça vous permet donc d'avoir des actifs que vous pouvez positionner sur les marchés pour faire grandir vos actions. Donc, ceux-là, ils sont cotés sur des bourses, et donc, ils sont cotés par rapport à eux, non pas de leur production donc de pétrole, mais plutôt à leur stock de pétrole. Et donc, c'est en ce sens que je dis qu'on exploite le pétrole du Bénin, mais ce n'est pas une exploitation physique avec des installations où on extrait réellement le pétrole. On ne l'extrait pas, c'est juste des stocks, et ça permet à ces gens-là de fluidifier leur business, d'augmenter leur valeur sur les marchés, et donc de rassurer les investisseurs sur le fait qu'ils sont crédibles. Donc voilà, c'est ce que RES fait actuellement avec le pétrole donc de Sémé. Donc j'étais passé sur ce sujet, hein, j'avais développé de long en large beaucoup d'éléments. Je ne sais pas si vous avez des questions spécifiques, mais j'avais noté également l'intervention donc de M. Kylian qui parlait de pétrole en haute mer. Effectivement, en 2015, c'était CBH, hein,
CBH, le consortium CBH, Shell et Petrobras qui fourrait sur un navire en haute mer. Donc, haute mer, c'est sur le bloc 4, une structure qui malheureusement s'est révélée étant sec. Et c'est justement pour ça qu'ils ne sont pas, voilà, qu'ils ont dû quitter le Bénin. Et ce n'est pas que ça seul, parce que dans le même temps, en fait, le navire qui était venu opérer au Bénin dans le temps, c'était un navire qui sortait d'usine et qui venait opérer dans les zones profondes du Brésil. Il y avait un scandale au Brésil, le scandale Petrobras au Brésil, donc, autour donc, de la gestion donc, de la compagnie. Petrobras, c'est une compagnie nationale brésilienne. Et donc, quand le scandale s'est déclenché comme ça, il y a eu donc, des dépenses exorbitantes qui ont été déclarées, qui étaient des investissements à l'extérieur, y compris le Bénin. Donc, quand le Sénat brésilien les a questionnés par rapport aux investissements au Bénin, il y a certains patrons donc, du groupe qui ont dit qu'ils ne connaissent même pas le Bénin et qui ne savent même pas si c'est un pays qui existe. Donc, pour eux, c'était justement d'échapper à la commission d'enquête. Et donc, quand les nôtres ont vu ça, ils ont dit « Ah, mais le Brésil, les Brésiliens sont allés nous salir, et donc nous, on ne veut plus donc, de cette compagnie, il faut les renvoyer. » Sachant que dans le même temps, cette compagnie brésilienne, Petrobras, était un consortium avec Shell. Shell, du coup, quand on a décidé donc de chasser Petrobras, puisqu'ils étaient un consortium, du coup, Shell est parti. Shell aussi avait investi. Et ça, Shell, c'est une major. Les majors, les compagnies, les 7 sœurs, comme on les appelle, quand elles partent comme ça, en général, elles communiquent entre elles, hein, les grandes compagnies, sur le climat des affaires dans chaque pays et comment ça se passe dans le domaine pétrolier. Donc, Shell a communiqué sur le Bénin et ça fait qu'aujourd'hui, aucune compagnie sérieuse ne veut venir au Bénin, surtout pour faire de l'exploration. Donc, les compagnies sont prêtes aujourd'hui si on fait une découverte, donc de venir exploiter, mais pas de venir investir parce que vu la situation, vu la façon dont le Bénin traite ces compagnies-là, c'est des investissements, c'est des risques qu'ils prennent et au final, on les chasse, on les met à la porte comme ça. Donc, c'est pas du tout reluisant et donc ça fait que personne ne s'y intéresse. Donc, du coup, qu'est-ce qui a fait que ce dossier a encore ressurgi sur le bloc 4, c'est quand le président a décidé donc de faire le gros dos avec le Niger en disant on ira détrôner Tiani, on va replacer Bazoum, etc. Quand le Niger a dit bon, ok, on va voir ce qu'on va voir, il a décidé donc de fermer les frontières. On a commencé à s'étouffer et après on s'est rendu compte en fait que en gros, le Niger venait donc de décoller avec 400 millions d'emprunts complètement gratuits donc de la part de la Chine qui leur permettait d'avoir un peu de souffle. Le président s'est réveillé, a dit ah mais tiens, le pétrole aussi pourrait être en fait un facteur donc de diversification de notre économie, notamment qui est actuellement limité au port uniquement. Et donc, a décidé, quand il était allé en Chine, à discuter avec le président chinois, donc de faire venir la CNNPC pour investir sur nos blocs. Donc, c'est ainsi que CNNPC a dit, OK, nous on arrive au Bénin, on va voir ce qu'on peut faire pour le pétrole béninois. Et donc, quand CNNPC est arrivé, CNNPC a dit, nous on s'intéresse à un bloc particulièrement, un bloc onshore, on va le prendre. Le bloc 1, il était déjà en discussion donc, de signature de contrat avec le consortium a craqué, donc ça, c'était plus possible. Donc, pour eux, ils voulaient le bloc B. Le bloc B, sauf que le bloc B, il y a un Américain dessus qui était arrivé sous Yahya Boni en 2013, qui attendait donc de renouveler son contrat. On lui a dit qu'il faut attendre qu'on renouvelle d'abord le code pétrolier. Et quand on a fini de renouveler le code pétrolier en 2019, on lui a dit, bon, donc avec Drakensberg, on lui a fait des propositions donc de signature de contrat avec un bonus de signature qui s'élève à 3 millions donc de dollars américains. Et ce monsieur, il a dit, OK, bon, moi je suis d'accord pour payer 2 millions de bonus sur signature
si je renouvelle mon contrat. Et la partie béninoise a dit, OK, on va vous signer le contrat avec 2 millions. Sauf que, du coup, l'équipe qui a étudié votre dossier réclame un demi-million donc de dollars. Soit, je dis un demi-million, 990 millions, 1000 dollars. Je vais dire 1 million de dollars, l'équivalentiel, plutôt dit. Bien sûr les chiffres. Et il a dit non, mais cela n'existe nulle part dans aucun pays, un cabinet qui siège pour étudier un dossier et qui réclame une telle somme. Et que lui, s'il veut être gentil avec eux, il peut limite, justement pour être respectueux, leur donner pas plus de 25 000 dollars pour le travail qu'ils ont eu à faire, les réunions qu'ils ont tenues ensemble, sachant que c'est normal, tout ça c'est gratuit, c'est l'administration qui devait travailler. Donc il a dit ça, on lui a et du coup ils se sont dit non, ça ne passera pas. Et donc ils ont commencé à tirailler, puis après ils ont dit on renégocie le contrat. Et quand ils ont demandé maintenant à renégocier le contrat, la partie béninoise dit oh, finalement c'est 3 millions pour le bonus de signature sur contrat. Et l'Américain dit ok, j'accepte les 3 millions. Du coup par contre je demande à les échelonner sur voilà deux paiements, etc. Donc verser ça sur le compte du trésor public béninois. Et donc en fait la première fois quand ils avaient demandé, la partie béninoise avait demandé les 900 000 dollars, c'était justement, on lui a dit d'aller verser ça sur un compte BNP. Et comme il est américain et qu'il est un peu futé, il se dit mais pourquoi sur un compte privé BNP, sachant que lui ce sont des coûts opératoires. Si jamais il fait une découverte, il pourra au moins suivre les traces donc de ces investissements, quel que soit le régime qui sera là, il pourra récupérer ce bonus-là qu'il avait déjà donné au Bénin. Mais s'il verse ça sur un compte privé, il n'aura jamais de traces et il ne pourra pas prouver qu'il a versé ça dans un compte béninois. Donc ça fait qu'il a refusé. Et donc la partie béninoise, en fait, avec les prudents sur Adambi et tout ça, ils se sont dit peut-être que le monsieur n'avait pas suffisamment d'argent, c'est pour ça qu'il ne voulait pas. Au départ, ils ont essayé de renégocier à 500 000, il a refusé. Et c'est quand il a continué à dire, mais quand est-ce que finalement vous me signez mon contrat, quand ils ont renégocié, et ils lui ont dit cette fois-ci, non, ce n'est plus 2 millions, mais tu payes les 3 millions. Et le gars, il a accepté. Et donc, quand il a accepté, ils se sont dit, il nous prend pour con. En fait, c'est pas une question donc de manque d'argent, mais c'est plutôt qu'ils n'avaient pas la volonté donc d'accéder à eux leur requête, de leur payer leur pot de vin. Je dis, si même cet Américain, il avait la volonté de le faire, il ne pouvait pas le faire parce que dans le même temps, il montait sur un financement public. Donc en fait, il avait coté sur le SEC américain pour qu'au final, il puisse avoir ce qu'on appelle le HIPO, pour qu'il puisse être listé dans les compagnies qui peuvent bénéficier donc de financement aux États-Unis pour leur business. Et donc, il se doit de montrer patte blanche. donc, même s'il avait envie de le faire, il ne pouvait pas le faire. Voilà, il ne pouvait pas. Et donc, c'est comme ça, ce monsieur s'est vu son bloc bloqué. Et donc, quand la CNNPC est arrivée dans tout ça, c'est là où j'en viens, la CNNPC, le groupe a dit, Adambi a dit, ok, bon, on profite du fait que, justement, l'Américain, le président dit, donnez tous les blocs aux Chinois, donnez-les toutes les données, sachant que c'est pas des données qu'on donne, c'est des données qu'on vend, en fait. Et c'est contraire au code. Le président, on a dit, c'est le président qui a dit de donner. Donc, donnez tout aux Chinois. Donc, on leur a dit, ok, voici nos blocs qui sont disponibles, nos blocs qui sont libres, et du coup, ils ont profité pour lister le bloc B. Et donc, quand l'Américain, ensuite, qu'ils ont listé son bloc, il a tout de suite, je pense que c'est ce qui s'est passé, parce que c'est après qu'on a eu cette information, alerté les autorités béninoises, y compris l'ambassade donc de la Chine au Bénin, pour leur notifier que lui, il est sur ce bloc. Donc, si jamais ils font quoi que ce soit, lui, il va les traiter donc, en face donc, des juridictions internationales.
Ah, la CNNPC, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est venue voir le monsieur Adambi, elle a dit, mais on a vu une petite compagnie américaine, une toute petite compagnie qui vient nous menacer sur ce bloc, mais pourtant vous nous avez dit que ce bloc il est disponible. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, le ministre a dit non, je vais gérer cette affaire. Et les Chinois ont dit non, ok. C'est vrai que c'est une petite compagnie américaine, mais nous on veut pas avoir affaire aux Américains. Et donc, quand l'affaire est montée à Wadaï a dit, ah, mais pourquoi est-ce que l'Américain, il a dit que ce bloc-là n'est pas disponible et donc, il s'est fâché. Et du coup, il s'est rangé un peu du côté obscur parce qu'il ne pouvait pas justifier non plus au président Talon pourquoi ce bloc-là n'a pas été donné aux Chinois et tout. Donc, voilà. Et donc, la CNPC, au final, dit, OK, nous, on passe sur notre bloc, on passe sur le bloc offshore, qui semble être intéressant avec des leads qui prouvent une potentialité énorme si les recherches sont bien menées. Et donc, quand ils sont passés là-dessus, on a dit, on veut des données. Donc, finalement, on leur a donné gratuitement les données. Hein. Et ils ont pris les données, ils sont allés faire une étude là-dessus, de faisabilité et tout. Ils sont revenus, ils ont fait des propositions. Et en novembre 2024, là, il y a une délégation qui est allée en Chine pour finaliser les négociations et arriver en Chine. La partie béninoise dit, nous, on veut un bonus de ceinture de 100 millions de dollars. Donc, si vous signez le bloc, c'est 100 millions que vous allez payer. Les Chinois disent, ah non, nous, on n'est pas d'accord pour payer 100 millions. Et du coup, les Béninois se reconstatent et disent, OK, bon, finalement, ça va être 100 millions, mais on vous donne gratuitement le bloc B, c'est-à-dire le bloc de cet Américain que vous convoitez. Au final, on a envoyé une lettre à cet Américain pour lui notifier officiellement qu'il n'est plus propriétaire donc, de ce bloc. Et donc, du coup, vous avez la garantie que ce bloc-là vous revient. Donc, vous n'aurez plus à payer, à débourser le contrat, donc le bonus de signature de contrat sur ce bloc. Et en plus, donc, du coup, vous gardez le bloc 4A, vous payez ce qu'on a dit, et vous avez en plus de ça le bloc B qui est onshore. Et donc, les Chinois ont dit non, écoutez, on va regarder tout ça de près, malgré cette proposition alléchante. Les Chinois ont dit non, on ne veut pas, Ils ont gentiment répondu, quoi, on ne veut pas. Donc, la délégation est rentrée du Bénin jusqu'à ce jour. Le dossier, il traîne et au final, on ne sait pas ce que ça va donner pour la suite donc, de ce projet-là. Et donc, sur le bloc, oui. Ok, oui, quelques mots encore, oui. Oui, donc sur le bloc, je voulais revenir justement sur Seabird qui est en train de recruter parce que Mme Georgia en avait fait cas. Effectivement, Seabird, c'est une compagnie ghanéenne qui a une branche au Bénin également, qui opère au Bénin. Tout ce qui est logistique pétrolière et tout ça, ils le font. Et Seabird, en fait, a lancé un recrutement pour le compte donc du consortium à craquer pour les opérations de forage à venir. Et donc, dans la liste donc, de ces postes-là, on a listé plein de postes réservés aux expats directs et dont certains sont réservés aux Béninois. Et comme ça ne suffit pas, c'est sur cette page, la page Seabird Ghana, que cela a été publié. Bon, quelques 2 ou 3 têtes qui travaillent chez Seabird Bénin ont eu l'information et ils se sont passés l'information entre eux, mais il n'y a aucun communiqué qui a été diffusé donc, dans la sphère journalistique béninoise, tel que je l'avais dit, pour en fait promouvoir ces postes au Bénin pour que l'information arrive à plein nombre de personnes et que cela soit diffusé et que les gens candidatent. La plupart des cadres au ministère n'étaient même pas au courant. Et donc, c'est après, bien après la date de clôture, quand on a eu l'information et autres, que du coup, tout le monde s'est réveillé à dire, mais depuis quand est-ce qu'ils ont lancé ça? Parce que justement, pour lancer un tel recrutement, il faut d'abord passer par le ministère. Il faut que le ministère valide le choix le choix qu'a fait Akraké de confier la gestion donc, de la logistique à Seabird. Et que les postes de recrutement aussi soient validés. Parce que si ils font le forage et qu'ils décaissent des frais liés à ce service, à cette prestation de service donc de Seabird,
à la production, il y a une partie, donc 70% donc, de ces coûts d'opération qui ont été décaissés, qui sont récupérables. Donc la compagnie récupère ça d'abord. Et c'est après le reste, on partage le bénéfice. Donc ces coûts opératoires, en gros, normalement devaient être suivis par le ministère. Donc c'est en commun accord qu'on valide la compagnie à qui vous confiez la tâche, les thèmes du contrat et les fonds qui seront mis à disposition pour cette prestation de service. Et donc, le ministère profite du fait que ce sont des coûts opératoires et profite en fait pour mettre de la compétence interne, de la compétence locale, pour faire développer la compétence locale et le volet social. Donc, tout ça n'est pas respecté. Donc, voilà, c'est un peu ce que je disais par rapport à Cybed. Oui, monsieur Jossou, okay. Vous avez des questions? Non, il y a juste Léonce qui avait une motion, donc je vais lui permettre de passer sa motion. Monsieur Léonce, allez-y. Après, il y a John qui est là, qui n'a pas pris la parole. Monsieur Léonce, est-ce que vous êtes encore là? Ok, donc il est allé sur notre front alors. Monsieur John, ouvrez votre micro. Monsieur John, est-ce qu'il est là? Ok, lui-même, il n'est pas là. Donc, on va aller vers la fin du live. Hein, il se fait tard. Et puis, c'est vrai qu'on va suivre de près la situation du Togo. Et puis, on va voir comment ça va s'organiser. Oui. Je peux poser une question à M. Polonais? Oui, bien sûr, oui. Merci. M. Polonais, merci beaucoup pour votre intervention. Vous avez vraiment éclairci les choses. Et ça va tellement dans le sens de la vidéo de M. Jossou. Je ne sais pas si c'est vous qui avez parlé dans la vidéo ou si c'est vous qui étiez derrière. Oui, c'est M. Essou, Florence. Ok, je comprends maintenant. Ce qu'il dit est tellement clair, ça rejoint exactement la vidéo. Ok, merci beaucoup. J'avais une question du coup. Et déjà, on sait que voilà, la révision du code minier nous a fait payer des centaines de millions de francs. Et déjà, on sait que voilà, sur le volet social et le volet emploi, voilà, on sait déjà qu'on a été humilié. Bon, on n'est pas surpris, hein, parce qu'on a vu aussi le code du travail, comment on nous a humilié là-dedans. Et là, maintenant, sur le plan minier, voilà, tout est chaotique. Finalement, rien de bon. Mais bon, bref, je voudrais savoir, nous savons que nous avons 17 blocs au total, 15 offshore et 2 onshore. Maintenant, selon vous, combien de blocs actuellement sont en train d'être exploités? Et combien de barils de pétrole on produit? C'est-à-dire, juste une estimation, si vous avez une idée. Actuellement, il n'y a aucune production physique donc qui s'opère sur les blocs. Donc, au total, en onshore, sur le découpage antérieur, effectivement, on a 2 blocs onshore et 15 blocs offshore. Donc, le bloc A qui couvre toute la région de Adjara avec la structure donc de Sakété, Tongeji et tout ça. Et le bloc B avec la structure d'Alada et Tofor et toute la région donc, du Koufo. Après, vous avez des blocs qui plongent en mer, donc mer peu profonde jusqu'à mer profonde, 15 blocs. Mais avec le nouveau découpage, ils n'ont pas publié le nouveau cadastre pétrolier. Hein. Il y a un autre bloc qui a été créé dans le bassin de Kandi, qui est le bloc C. Donc, cela représente un nouveau bloc onshore toujours, donc à part les anciens blocs A, B. Donc, on a ce bloc-là qui est C. Et ils ont regroupé en fait les structures qui sont en mer très très profonde, les blocs 15 et autres là, dans un même bloc. Donc, ça fait qu'au final, puisqu'on n'a pas la version finale encore publiée, je ne veux pas m'aventurer sur comment on appelle, le nombre exact donc de découpage de ces blocs-là. Mais initialement, effectivement, c'était 15 qu'on avait, plus 2 onshore, ça faisait 17. Sur les blocs qui sont disponibles, on va dire qu'il y a des opérateurs qui sont soit en attente de renouvellement de contrat, soit en contrat. Et ceux qui sont en contrat, ils sont sur le bloc 1. C'est le bloc 1, c'est sur le bloc 1 que nous avons donc le champ de Sémé, qui est constitué donc de 2 structures, Sémé Nord et Sémé Sud. Ces structures, c'est des structures où on a découvert donc du pétrole. Les autres blocs sont, par exemple, le bloc 2, il est libre. Le bloc 3, il y a une compagnie qui est dessus, qui est Fraser Oil.
Freezoil aussi qui a ses problèmes avec le ministère, qui attend donc le renouvellement de son contrat depuis plusieurs années, qui a été également impacté par le renouvellement donc, du code pétrolier. Donc Freezoil, c'est une compagnie nigériane dont la maison mère au Nigeria et s'appelle Oilsev. Oilsev, c'est toute la holding dont la filiale est Freezoil qui opère au Bénin. Et à part ça, vous avez sur le bloc A, ce bloc-là, il est libre. Le bloc B, vous avez la compagnie américaine, là, Elephant Oil, qui est dessus. Et d'ailleurs, ce monsieur, en juillet 2024, à la Côte d'Ivoire, lui a signé 3 blocs onshore. Et donc, ce monsieur, bon, je pense que quand même, la Côte d'Ivoire a une culture pétrolière un peu avancée que la nôtre. Et s'il n'est pas sérieux, les Ivoiriens ne vont pas lui signer. Ils vont pas lui signer les blocs. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs frappant parce que le monsieur que nous avons signé sur le bloc 1, il est en partenariat avec la Côte d'Ivoire, avec Petrosi de la Côte d'Ivoire, sur un bloc à Oman, le bloc 50, et à travers donc sa société, en reste, à travers sa société qui est Mazira Oil, c'est une filiale de RES. Et là-dessus, justement, on se dit, mais s'ils sont partenaires et que la Côte d'Ivoire travaille avec Petrosi, travaille avec cette compagnie-là, normalement, c'est le premier territoire sur lequel cette compagnie devait atterrir en Afrique de l'Ouest, c'est pas le Bénin, c'est d'abord la Côte d'Ivoire parce qu'ils sont déjà ensemble, quoi. Donc ça, c'est quelque chose qui devait quand même attirer l'attention donc de n'importe qui est profane donc du secteur pétrolier, juste en guise donc d'éveil et de se dire mais pourquoi vous n'êtes pas là-bas. Donc ça, le ministre, c'est pour ça je dis le ministre Ouaddahi, ça devait attirer son attention. Mais bon, est-ce que c'est une confiance accrue, aveugle à un cabinet qui s'appelle Drakensberg qui nous conseille donc ces compagnies-là, sous couvert du fait que c'est M. Razak, un compatriote béninois qui les a ramenés. Bon, moi, je ne sais pas, je saurais le dire, mais je dis quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quoi, qui ne tourne pas rond. Donc, voilà un peu ce qu'il y a sous le bloc. Et cette compagnie, en fait, n'exploite pas actuellement ce pétrole, mais bénéficie donc des stocks de ce pétrole et comptabilise les stocks donc de semences dans ces stocks, que ce soit à Oman et que ce soit en Norvège. En Norvège, ils sont en partenariat avec d'autres compagnies là-bas, norvégiennes, où ils ont 33% sur un champ. Et donc, ils font le cumul donc, des stocks et c'est ce qui représente la valeur donc, de la société sur les marchés. Et donc, semer est comptabilisé dans ces stocks et permet à la société donc, d'avoir une valeur élevée. Et donc, c'est cette forme d'exploitation qui est en cours. Voilà. C'est pas... Et du coup, c'est pour ça, justement, ils ne veulent pas extraire et vendre le pétrole de semer. Parce que quand ils ont eu leur réunion annuelle avec les actionnaires, ils leur ont expliqué qu'en fait, le champ de semer, les actionnaires, mais combien avez-vous déboursé pour obtenir le champ de semer? Ils ont dit, le champ de semer était facile. En fait, nous, quand on était arrivé, on a vu que le champ de semer, ça faisait un moment que personne n'en voulait. Mais donc, quand on est allé au Bénin, on a négocié avec eux. Et du coup, on leur a dit, nous, on va aller très rapidement, on va investir sur ce champ-là. C'est la même structure à peu près telle que ce que nous avons à Oman. Donc, on va répliquer le même système et ça devait fonctionner en 2026 déjà. On pense que le pétrole va commencer à contribuer donc, dans l'économie béninoise. Et donc, c'est ce qui a fait que le Bénin nous a, en fait, réduit complètement le bonus de signature sur contrat qui était exorbitant et qui faisait que personne n'en voulait donc, de ce bloc-là. Et donc, on a eu ça pratiquement gratuitement. Et c'est pas faux, ils l'ont eu pratiquement gratuitement, sans aucune étude préalable telle que c'est défini par la procédure, aucune étude technique, financière, tout ça. Donc, rien n'a été fait, c'est juste, ils l'ont fait bam, 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 à la veille, donc de décembre 2023, pour sauver, en fait, la compagnie qui s'écroulait déjà. Donc, voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. Waouh. Ok, merci vraiment. Là, j'ai une forme approfondie maintenant de la vidéo que j'ai suivie. Merci, monsieur Djossou.
Ok, merci beaucoup. Donc, pour les amis qui sont là, si vous n'avez pas eu le temps de regarder l'intégralité de la vidéo, j'ai même rejoué l'audio ici au début du live. Donc, en plus de cette vidéo-là, on a quand même quatre autres vidéos, toujours sur le secteur du pétrole, tout ce que, en tout cas, tout ce que M. Esso a expliqué ici, vous pouvez les retrouver en détail et regarder à votre rythme, mettre sur pause, prendre des notes pour mieux comprendre. Donc, c'est déjà, on peut même dire, ce qu'on sait aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont là. Demain, quand ils ne seront plus là, peut-être on va voir encore des choses qui sont encore plus graves, parce que maintenant, ils sont là. Voilà. Ils peuvent mettre le pied sur les choses. Donc, il y a toutes les informations, c'est difficile d'avoir les informations. Même dans le secteur agricole, où on refuse même à des étudiants d'aller sur le terrain pour aller collecter des informations sur le coton. Parce qu'on veut tricher partout. On veut manipuler les chiffres partout. Donc, tant qu'ils seront là, ça va être difficile d'avoir des informations vraiment fiables. Même s'il y a quand même des gens dans le système qui permettent de glaner quelques informations, quelques petites informations de gauche à droite. Là. Mais, Monsieur Josu, je ne vous coupe pas. Le problème est que quand moi je fais mes recherches, j'ai remarqué que depuis Souyaï, il y avait ce mensonge en fait. Depuis Souyaï, parce que Petrobras dont on parle, ou Shell, ou tout ça, c'était des sociétés qui étaient là et qui exploitaient notre pétrole depuis 2011, 2010, 2009, 2008. J'ai tout vérifié. C'était sur la page de la SNH, je vous dis. Okay. Justement, ce système est juste, c'est du genre, voilà, tu voles et tu passes la main au suivant. Lui aussi, il vole pour lui, il passe la main au suivant. C'est justement pour ça qu'ils insistent pour laisser leur poulain en partant, en fait. Donc, tant qu'ils seront là, oui, mais quand que ce système sera là, c'est le même système Yahi qui continue. Sous Yahi, mais il y a eu trop de ventes du pétrole et on n'a jamais su. C'est là récemment, c'est l'année passée qu'on a découvert qu'il y avait OPA, que Bénin est membre des pays producteurs de pétrole au Bénin, et en Afrique du moins, c'est OPA. Et ça s'est tenu au Bénin, s'il vous plaît. Donc, je pense que c'est tout un système qu'il faut vraiment balayer, quoi, en fait. C'est pas là. Ceux qui sont là actuellement, ce n'est pas seulement eux. Même Yahi qui était là voulait aussi. Les preuves, ce sont aussi la page de la société. On a vu Barthélémy Kassa avec du pétrole dans une assiette de 25 francs de riz là, à la présidence. Donc, si les gens viennent charger le pétrole en haute, mais qui sait ce qui se passe là-bas? Pas grand monde. Donc, ouais, effectivement, vous avez raison. Le Bénin est membre donc de l'APA ou l'APO, tel que c'est, soit en anglais ou en français. L'association des pays africains producteurs donc de pétrole. En fait, le Bénin est membre fondateur donc de cette institution. C'était dans les années 80 parce que justement le Bénin produisait du pétrole. Et depuis lors, le Bénin est resté donc dans cette organisation, même bien qu'on n'ait plus cette donc capacité donc de produire, ou bien qu'on ne produit plus de pétrole, on est resté membre. Donc oui, effectivement, on est resté membre. Mais ça ne veut pas dire qu'on produit. En fait, la production pétrolière ne peut pas passer inaperçue. C'est comme ça. On ne peut pas produire sans... On ne produit pas. On ne produit pas, mais en gros, aujourd'hui, les stocks représentent en fait en quelque sorte une production parce que les gens l'utilisent sur les marchés pour se valoriser. Voilà, c'est ça le truc. Et... Vous permettez une question? Oui. Ben, moi, je pense que, monsieur Polonais, vous êtes d'abord ainsi informé, vous êtes du domaine, mais vous ne vous en tenez qu'aux versions officielles de ce dossier. Mais moi, je vais vous poser une question parce que moi, je pense que c'est ce que Georges a dit qui me paraît plutôt vrai. Et c'est les cadres eux-mêmes qui ont parlé, qui ont été indiscrets, nous avons entendu des choses. Et bien maintenant, moi je vais vous poser une question. Comment ne produit pas t on du pétrole? On est un pays membre d'une organisation de pays producteurs de pétrole. Oui, on était membre fondateur donc de cette organisation au moment où on produisait du pétrole. Et après, en 98, quand on a cessé donc de produire du pétrole, on est demeuré membre. Et d'ailleurs, la Banque des pays producteurs du pétrole, donc le Bénin essaie donc que la banque soit créée chez nous, qui est la banque donc d'investissement sur les projets pétroliers là, que cette banque là ait son siège au Bénin.
Donc le Bénin a été de bataille dure là-dessus. En fait, c'est parce qu'on était producteur et membre fondateur qu'on est resté. Donc le Bénin a su garder cette position, cette place-là. On ne nous a pas éjecté parce que quand on a arrêté donc de produire, voilà, on ne nous a pas éjecté donc du système. On est resté dedans. Et donc le Bénin... Avez-vous déjà connaissance d'un pays qui était producteur et que du jour au lendemain se retrouve comme sans produits pétroliers comme le Bénin? Non, parce que justement, le système béninois est tel que nous, en 98, quand il y a eu la chute donc, du coût du baril et qu'on n'arrivait plus à produire, on produisait 98% d'eau et 2% donc, de pétrole et que le coût du baril, c'était plus rentable. On a décidé donc d'abandonner les règles de forage, des financements, des prêts que quelqu'un avait fait dans le temps pour permettre donc d'acquérir ces matériels-là. On a tout vendu. Hein. Vous avez les gens comme Pascal Todino qui dit on a vendu, comment on appelle, le contenant et qu'on n'a pas vendu le contenu, c'était donc des réserves donc de stock qui étaient donc dans les tankers à Sémé, que ces messieurs-là avaient contribué à vendre dans le temps sous Kirikou, etc. Mais bon, ça c'est une affaire très lointaine. Donc du coup, on est... en fait, on a perdu... On a créé d'abord, quand on a fini PPS, on a créé ce qu'on appelle OBH, office, donc, c'est un bureau, donc, un office donc, des hydrocarbures, et progressivement, c'est devenu SOBE, Société béninoise des hydrocarbures, et après, c'est devenu SNHB aujourd'hui, qui est Société nationale des hydrocarbures. Donc, le Bénin a quand même essayé donc de garder la main, y compris le personnel, mais nous n'avons pas eu cette politique-là d'investissement donc dans la recherche pétrolière. C'est ce qui a fait que on n'a pas pu rebondir tout de suite quand il y a eu l'opportunité donc quand le coût du baril a remonté, donc l'opportunité donc de redévelopper les champs, on n'a pas eu cette chance-là. Du coup, on s'est référé aux compagnies pétrolières telles que Sapetro en 2017 qui a signé sur le bloc 1, y compris donc là, le champ de Sémé, et qui a travaillé donc depuis 2017 avec des acquisitions sismiques 3D pour faire un peu de l'explo et y compris pour exploiter le reste donc du pétrole de Sémé afin de porter la récupération à 35% dans le temps. Et donc, on s'est référé à ça et c'est justement ce pétrole-là, c'est ce reste de pétrole-là qui a été montré à la télévision sous Yahi dans le temps. Donc, Yahi était vraiment, je vais dire, il avait cette motivation-là pour que le Bénin vraiment aille de l'avant dans le projet donc, de redéveloppement donc, du champ de Sémé. C'est pas un truc nouveau, c'est déjà exploité, on veut juste redévelopper. Et derrière, qui est aussi suffisamment donc d'attraction pour investir sur d'autres blocs. Parce que sachant que quand il y a une compagnie qui investit au Bénin, en tout cas qui arrive dans un pays, ça attire d'autres. C'est comme une mouche. Quand tu as du miel quelque part, en tout cas tous les abeilles arrivent autour. Donc c'est comme ça le pétrole. Donc, dès qu'il y a une compagnie qui entre, tout le monde vient. Et donc lui, il avait au moins compris ça et donc du coup il a fait de son mieux, il a facilité donc les options pour cette compagnie de rester, mais c'est aussi des décisions, c'est aussi de l'incompétence, ça fait que donc, du coup le projet a foiré et puis ils sont partis. Et donc quand ils sont partis, le bloc est resté là pendant un bon moment. Et quand on a commencé à parler donc des enchères, c'était sur Dambi, après la révision donc, du code. C'est là où on a sorti le mafieux là, Zénith. Et après lui, on a sorti ceux-ci qui sont actuellement sur ce bloc-là. En fait, dans le réservoir pétrolier, quand il y a en fait l'huile et l'eau qui coexistent ensemble dans le réservoir. Et c'est un peu comme une bouteille, ou sinon, on va dire une sauce. Vous avez une sauce, vous avez l'huile qui surplombe quand vous cuisinez. Hein. Ça, parfois, quand on a commencé à cuisiner nous-mêmes, parfois on cuisine et puis tu as l'huile qui surplombe, tu as l'eau en bas. Si tu es intelligent, tu récupères facilement l'huile et tu vas tout doucement, tu racles, tu récupères l'huile. Mais si tu veux prélever rapidement, tu prélèves avec beaucoup de sauce en bas, donc avec de l'eau. C'est ce qui s'est passé quand on a décidé, en fait, on a, à un moment donné, avec Abakan,
dans les années 96, on a commencé à pomper très rapidement et du coup, il y a eu une venue accrue donc de l'eau dans les puits. C'est ce qui fait que c'était plus rentable. Et du coup, de la période de 98 au moment donc de la fermeture jusqu'en 2007, au moment donc de l'arrivée de Sapetro, il y a eu un long moment qui s'est passé. Et donc, il y a eu en fait une réorganisation donc des fluides en place, on va dire une décantation, et un comprimement, une compression donc du réservoir, parce que tout autour donc du réservoir, il y a l'aquifère du Turonien qui affleure complètement dans la structure, affleure en surface côté Alada, tout ça. C'est l'aquifère profond là qu'on exploite à Sémé. Donc c'est des zones de recharge donc de cet aquifère là. Et donc cet aquifère est constamment rechargé et du coup l'eau, la circulation donc fait que ça comprime, ça a recomprimé l'huile. Et à tel point qu'on a en fait la pression initiale. On a pu avoir la pression initiale quand on a testé les puits. Et donc c'est ce qui a motivé justement Sapetro à dire tiens, on va essayer donc cette fois-ci de reprendre le développement de ce champ-là et d'essayer de récupérer le maximum qu'on peut pour atteindre 35% donc de récupération du volume initial en place. C'est en fait ça. Donc initialement, on avait exploité de 82 à 98 avec une récupération estimée à 22% donc du volume total en place. Et là, on veut essayer donc de récupérer encore un peu pour atteindre 35% au total donc du volume en place. Il faut savoir qu'on ne récupère jamais le volume total découvert en place. C'est impossible. D'ailleurs, les grandes compagnies Total, etc., quand elles viennent, boum, 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 elles pompent à 20%. Ce qu'elles font, elles laissent ça aux petites compagnies telles que Perenco. C'est des compagnies comme ça qui reprennent les gisements qu'on appelle gisements qui arrivent à maturité et qui redéveloppent à leur propre rythme. Parce que eux autres, ils pompent. Ils ne sont pas poussés par le gain énorme. Ils pompent quelques milliers donc, de barils par jour. Et ça leur permet tout doucement, en pompant doucement, donc de récupérer encore un peu avant donc de l'abandonner. Ou peut-être donc d'activer donc des mécanismes de récupération tertiaire avec des polymères qui s'injectent plein donc de choses pour poster donc la récupération jusqu'à 40%, voire 45% dans certains cas. Donc voilà un peu. Ok. Si moi j'ai une question à vous poser, et qu'est-ce qui a donc motivé le rêve de la super méga raffinerie dont nous a parlé le porte-mensonge du gouvernement? Le rêve de la super méga raffinerie, ça c'est une très bonne question. Moi, je me la suis posée, mais quand j'ai regardé un peu à travers tout ce qui a été, tout ce qu'on a vu avec Bazoum, etc., donc je me suis dit en gros que c'était probablement un deal entre le Niger et notre président actuel. Justement, c'est ce qui fait peut-être qu'il est un peu plus excité à aller combattre le régime de l'autre et à remettre Bazoum en place. Un deal qui avait entre eux pour permettre au Bénin peut-être donc de dériver une partie donc du pétrole, soit 20 000 barils jour, et d'avoir sa propre raffinerie, donc d'être fourni en pétrole brut par le Niger sur ses stocks. Donc ça c'était moi finalement ce que j'ai pu déduire. Autre chose qu'on pouvait aussi faire justement sur cette raffinerie là, si les négociations avaient été bien faites, plutôt que de prendre 0,5 $ sur un baril qui transite sur notre territoire, c'est de dire nous on veut plutôt un pétrole en nature et la valeur équivalente en nature, mais plutôt que de prendre 0,5 $, mais $1, mais en pétrole en nature. Et ça fait qu'au final, on aura officiellement pas 11 000 barils, tels que c'est un peu relayé là, qui disparaissent dans les stocks, etc. Mais officiellement, une dérivation donc
du pétrole du Niger vers une raffinerie qu'on aurait construite nous-mêmes pour notre propre autonomie. Bon, les 11 000 barils dont parlait Madame Georgia, c'est justement lié au fait que quand on charge le pétrole, il y a ce qu'on appelle les conditions donc de PVT, donc de pression de température, qui font qu'au moment donc de charger, sous certaines conditions, on peut comprimer le pétrole et qu'au final, on ne charge jamais, quand on dit on veut charger 1 million de barils, on ne charge jamais 1 million de barils, on charge généralement un peu plus pour que quand ça va se dilater après, qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Donc, peut-être que les gens avaient chargé un peu plus et avaient trop chargé d'ailleurs, jusqu'à obtenir un surplus donc, de 11 000 barils qui a été dérivé dans le temps et ça avait été évolué. Mais je pense que les Nigériens devaient comprendre ça. Monsieur Polonais, vous êtes terrible. Vous mettez tellement bon, ok, je vous ai compris. On ne prend pas de risque avec ce genre de régime, je vous ai compris. J'ai compris, hein. J'ai pas compris parfaitement. Au-delà de tout ce que vous avez dit, j'ai compris la vraie réalité des choses. Il ne vous revient pas de nous dire ce que nous voulons entendre, il nous revient d'analyser, de déduire ce qui est en fait. Et donc, je vous ai compris parfaitement. Vous ne pouvez pas dire autre chose que ce que vous avez déjà dit. Et moi, je vous remercie d'ailleurs pour l'éclairage, parce que ça m'édifie plus. Surtout quand je parle de l'autre monsieur qui avait promis extraire déjà 22 000 barils et qui après a renoncé à ses prévisions et que ça a mené des problèmes. Et donc, j'ai compris comment il est rentré, pourquoi est-ce que on en est arrivé là. C'est toujours de la transparence, c'est toujours de la bonne gestion, c'est toujours de... Oui. Donc, pour peu que quand ça vient de ses amis ou de son enfant, et puis on l'impose à tout le monde, et on fait des deals avec, et voilà. C'est toujours la transparence. Voilà, c'est la transparence qui continue comme ça dans le Bénin, de toutes les transparences. Voilà. Et donc, maintenant, 11 000 barils aussi, j'ai compris que, bon, c'est pour se mettre à l'abri des pressions. Et quand vous voulez vous mettre à l'abri des pressions et qu'à un chargement, vous êtes déjà à 11 000 barils supplémentaires. Et moi, j'ai de quoi me poser des questions parce que ma petite tête me dit ce que ça me dit là. Et tout se confirme d'ailleurs. Donc, à défaut de produits, bon, on va faire des ponctions sur les autres. OK. Je vous aurais compris. Merci beaucoup. Ok, merci, monsieur Kialine. Merci beaucoup.